La démission de Benassia de l'Olympique de Marseille. Décidément, à Marseille, on fait jamais les choses à moitié. Le coach ne suffisait pas. Désormais, c'est le second homme le plus important dans la direction du club qui prend ses valises. Je vous avais parlé la semaine dernière de la démission. Ça me semblait gros. Je disais qu'on démissionnait pas comme ça. C'est le cas, je reste sur ma prise de position. Alors est-ce que Franck McCourt a très bien négocié son départ ou est-ce qu'il a fait des concessions tellement il était pressé de partir? On n'aura peut-être jamais la réponse, mais en tout cas, de ce qui ressort dans la presse, et on y reviendra, il y a une rupture, il y a un divorce qui semble marqué et profond. Vous l'avez compris, on ouvrira ce journal avec ça, nous sommes le lundi 16 février. On reviendra également sur deux rencontres de Ligue 1, le match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice et le match entre le Paris FC et le RC Lens. Et on ira du côté de l'axe Liverpool-Real Madrid pour parler de deux situations, celle de Szoboszlai et de son sélectionneur définitivement bavard et celle de Trent Alexander-Arnold qui a fait son retour ce week-end en tant que titulaire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Pourquoi Benassia a claqué la porte? Selon la presse française, on a plusieurs hypothèses. Un manque de moyens financiers, notamment au cours du mercato hivernal par rapport à ce qui était prévu, des désaccords profonds avec Pablo Longoria, une distance qui était en train de se créer entre les deux hommes, et puis également le fait que Benassia prenait toute la lumière médiatique, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est lui qui devait représenter l'OM et prendre les coups sur la scène médiatique, là où on sait qu'il y en a beaucoup à prendre avec l'OM. En tout cas, c'est désormais décidé, c'est désormais officiel, c'est désormais plus un sujet de débat. Benassia n'est plus à l'Olympique de Marseille, le club est en train de brûler, l'entraîneur s'est tiré, le second homme fort de la direction se tire également, et c'est fou comme tout ça s'est produit brutalement. Parce que concrètement, l'Olympique de Marseille n'est pas dans une situation de classement général envieuse, ils sont 4e, c'est en dessous des attentes. Oui, l'Olympique Lyonnais a pris une petite avance désormais, oui, tu restes sur 3 matchs sans victoire en Ligue 1, mais c'est pas non plus péril en la demeure, on peut le dire. Mais en fait, si ça a semblé exploser rapidement publiquement, on peut se dire, vu ce qu'on entend ici et là sur Benassia, qu'en réalité, le mal couvait en interne depuis déjà pas mal de temps et que finalement, là, on a eu un enchaînement de petits événements qui a fait que ce qui était en interne est sorti en externe et que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors moi, Benassia, j'ai toujours apprécié son travail du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai toujours trouvé que c'était un dirigeant qui était compétent, à la fois en termes de com, à la fois en termes de gestion. Il a réussi à attirer des joueurs hyper intéressants, faut pas l'oublier. Et on est dans une période où c'est plus compliqué pour Marseille, donc on va avoir tendance à tout voir négativement. Mais si on prend un peu de recul, si on tempère un petit peu la passion, ben moi j'ai quand même envie de dire merci à Benassia et je suis curieux d'entendre sa version des faits, ses raisons du départ. Parce que si aujourd'hui il prend un petit peu de recul, il vide pas son sac immédiatement, on sait que c'est le genre d'homme qui va finalement donner absolument toute sa version de l'histoire tôt ou tard. En tout cas aujourd'hui pour Marseille, il va falloir reconstruire, c'est le mot d'ordre parce que tu as besoin de trouver un entraîneur. On annonçait Habib Beye comme étant le favori, mais il était poussé par Benassia. Benassia s'en va, donc on peut se dire que ça met le dossier en stand-by. Il y a énormément de flou, il y a énormément de responsabilité qui va être mise sur les joueurs parce que finalement t'as plus le fusible de Benassia, t'as plus le fusible de Roberto De Zerbi, donc tu sors d'un match nul face à Strasbourg, désormais les joueurs vont devoir répondre de leur performance. Je suis curieux de voir comment va se terminer la saison, mais une chose est sûre, du côté de Marseille on s'ennuie jamais, c'est une dinguerie comme dans ce club, tout prend toujours des dimensions absolument dramatiques. Hendrick absent, pas de problème pour l'Olympique Lyonnais qui enchaîne sa 13e victoire consécutive. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est et surtout Lyon peut aujourd'hui rêver d'à peu près tout. En Ligue Europa, ils sont vraiment bien positionnés pour espérer faire quelque chose qui restera dans les annales du football français. Ils sont encore en lice en coupe et le grand méchant Paris Saint-Germain qui est souvent vu comme le favori n'est plus ici. Et même en championnat, t'es grosso modo à même distance du Dauphin que du 4e. Si on m'avait dit ça concernant l'Olympique Lyonnais il y a quelques mois, j'y aurais pas cru, mais j'ai franchement envie d'applaudir le staff qui fait un travail absolument formidable. C'est donc une victoire 2-0 face à un OGC Nice qui s'enfonce un petit peu plus dans la crise. Voici les compos qui étaient alignés et une attaque très efficace et réaliste. Le jeune Noah Narté a apporté du danger par le dribble et ses nombreuses tentatives face au but.
Pavel a manqué un peu de réalisme, mais rien de dramatique. Je trouve quand même qu'il fait un match intéressant. Et puis Corentin Tolisso, c'est peut-être pas son match le plus pertinent dans le jeu, mais ça reste tout à fait honorable. Et puis surtout, il y a son but, et c'est toujours la même chose avec Tolisso. J'ai l'impression que quand Lyon a besoin d'un patron, il répond systématiquement présent. Du côté de l'OGC Nice, tu as évidemment l'événement avec la blessure de Wai qui est venu en renfort et qui finalement est sorti au bout de seulement quelques minutes. Et c'est un coup dur pour eux parce que cette équipe de l'OGC Nice aujourd'hui, elle semble pas réussir à se relancer avec Claude Puel. T'as vraiment manqué de capacité à créer du danger, et il faut dire que Fonseca, qui est définitivement bien inspiré à l'Olympique Lyonnais, a mis en place une défense à 3 qui a été très efficace pour combler un petit peu les lacunes de ses défenseurs centraux, et en fait, Nice s'est retrouvé face à un OL supérieur en tout point, parce que Lyon aujourd'hui c'est réaliste, Lyon aujourd'hui c'est cohérent, Lyon aujourd'hui c'est vraiment une équipe qui semble avoir toutes les étoiles qui sont alignées, parce que finalement une victoire 2-0 c'est une victoire assez lourde, c'est une victoire assez méritée pour les Lyonnais, mais sur le match, quand tu regardes les statistiques, c'est pas non plus le jour et la nuit. T'as eu une petite possession lyonnaise, mais sinon c'est assez équilibré. Alors je dois quand même vous dire qu'à regarder le match, je me disais que les Lyonnais étaient supérieurs dans à peu près tous les compartiments, mais voilà, c'est quand même cet Olympique Lyonnais qui aujourd'hui est sur un excellent mojo. Alors sur le classement général, les impacts, alors Puel n'est pas parvenu à transformer Nice, hein. Tu risques plus la relégation, mais tu n'as plus rien à attendre de la saison, et pour l'OL, jusqu'où tu peux rêver? T'es quasiment aussi proche du Dauphin que du 4e, comme je disais, mais rester 3e, ce serait déjà sensationnel. Décidément, le Paris FC se fait laminer pour sa première saison dans l'élite. On peut dire que le projet prend un petit coup d'humilité en débarquant en Ligue 1, et de son côté, le RC Lens avance avec l'humilité qui caractérise son coach, mais Pierre Sage peut être fier des siens. Ils sont pas leaders par hasard, ils ont collé 5-0 au PFC chez eux. Vraiment, ça a fait mal à Paris. Alors, que dire sur cette rencontre ? Les compositions, évidemment, déjà, match incroyable de Wesley Saïd, double buteur, 5 tirs en tout, mais souvent mis dans d'excellentes conditions. C'est un vrai match de finisseur plus que dribbleur, et en fait, le milieu lensois, c'est tout ce que j'aime. C'est un milieu qui a fonctionné comme un seul homme, c'est un milieu qui a été cohérent. Évidemment, je pourrais vous dire, il y a telle individualité qui peut ressortir, mais c'est vraiment pas ça que j'apprécie du côté de Lens. C'est le fait que cette équipe, sous les ordres de Pierre Sage, elle atteint un niveau de maturité qui est sensationnel, et quand je vois qu'on a certains clubs qui se plaignent de ne pas avoir X ou Y recrues, qui se plaignent de ne pas avoir 1001 moyens, du côté du RC Lens, on croule pas sous la thune. Du côté du RC Lens, Pierre Sage y est arrivé avec un projet qui était quand même en relative reconstruction, et en fait c'est la victoire d'une cohérence tactique et d'une équipe qui joue de façon absolument formidable collectivement. Alors oui, t'as Wesley Saïd qui fait un gros match, mais en fait, quand je regarde la composition du RC Lens, je me dis que les joueurs hors sujet, il n'y en a pas beaucoup, hein, mine de rien. Alors en face, la défense a été particulièrement fiable. Devant, c'est Koloesho, qui est un joueur que j'observais avec attention parce que je le connais pas spécialement. J'ai remarqué de l'envie, mais pas plus. Donc franchement, tu enlèves Kebal du Paris FC, tu as vraiment l'impression qu'il n'y a pas moyen de faire des différences. Il y a Chelo Immobilier qui est arrivé dans ces vieilles années où tu espères un peu une dernière danse de sa part. Bon, c'est pas au cours de ce match qu'on l'a vu, donc finalement, même les stats reflètent un match où il n'y a pas eu de débat. Lens a laissé le ballon au Paris FC, mais c'était volontaire, et en dehors de ça, c'était un véritable massacre. Sur le classement général, mine de rien, le Paris FC va devoir faire gaffe à la place de barragiste qui se rapproche petit à petit, même s'ils ont encore un peu de rab. Et puis Lens a profité de la défaite du Paris Saint-Germain pour reprendre la tête. Félicitations à eux. Szoboszlai rêve du Real Madrid, et c'est son sélectionneur Marco Rossi qui l'a déclaré dans le plus grand des calmes. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. C'est comme si on avait Didier Deschamps qui, au cours d'une conférence de presse ou dans une interview au journal L'Équipe, parce que ici le sélectionneur hongrois l'a déclaré à Marca, le journal espagnol, que par exemple, Michael Olise, qui est au Bayern de Munich, rêvait de jouer au FC Barcelone. Alors,
ça créerait quelques polémiques du côté du Bayern Munich. Eh bien, on peut s'imaginer que la déclaration du sélectionneur a été appréciée du côté de Liverpool, parce que Szoboszlai est un joueur important. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que Szoboszlai va partir au Real Madrid, mais tout de même, médiatiquement, ça pose question. Je vous rappelle que Szoboszlai est un joueur qui est très fortement valorisé, 85 millions d'euros. Il est arrivé en 2023, il a progressé, il a remporté une première ligue, il a aussi découvert le poste de latéral droit, ce qui n'est pas son poste de prédilection, très loin de là, mais il l'accomplit avec talent et surtout avec professionnalisme. Et finalement, Szoboszlai, c'est un des éléments forts de Liverpool. Dans une saison où tu as beaucoup de recrues qui déçoivent chez les Reds, où tu as même quelques cadres qui sont pas au rendez-vous, Szoboszlai, il rappelle qu'il peut être bon partout. C'est un mec que tu peux mettre au milieu de terrain en simili box-to-box, tu peux le mettre milieu offensif axial à la création, tu peux le mettre un peu sur un côté, question de créer du déséquilibre, ou même latéral droit, il est capable de répondre présent. Il a seulement 25 ans et c'est évidemment un immense talent. En plus, physiquement, il est absolument monstrueux. C'est pas pour rien qu'il s'épanouit en première ligue et qu'on peut le déplacer au poste de latéral. Il répète les efforts de façon extrêmement impressionnante. Et j'ai envie de dire que cette affaire, ça nous rappelle un peu ce qu'est le Real Madrid. Je suis pas un bandeur du Real Madrid, je suis pas un supporter du Real, mais force est de constater que quand on regarde les déclarations de beaucoup de joueurs, de beaucoup de personnes du monde du foot, oui, Liverpool est un club énorme, j'ai pas besoin de rappeler ce que sont les Reds, la légende de ce club, ce qu'ils représentent, mais Real Madrid, c'est une autre planète en fait. T'as l'impression que pour plein de joueurs, il y a le Real, il y a le Barça et il y a les autres clubs du monde. Et ce sont des situations différentes. Donc on verra de quoi sera fait l'avenir de Szoboszlai. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est très important pour Liverpool. Mais en fait, il en est où Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid? Parce qu'il faut se souvenir qu'il est arrivé en grande pompe au cours du mercato estival, il arrive librement en provenance de Liverpool après plus de 350 matchs chez les Reds, c'était un joueur hyper important pour l'équipe anglaise et tu te disais que c'était la prise absolument incroyable du Real Madrid qui allait assurer l'avenir avec un Carvajal qui commençait sérieusement à prendre des années. Sauf que voilà, depuis le début de saison, Trent Alexander-Arnold, on en a entendu parler au mercato, mais assez peu sur les terrains de football. Pour cause, il est un petit peu en salle d'attente. Il n'a pas beaucoup joué, 13 matchs pour seulement 571 minutes, ou plus qu'en salle d'attente. On peut dire qu'avec aucun but et 2 passes décisives, il attend à l'infirmerie parce que ses absences et son peu de temps de jeu, c'est évidemment dû à des blessures. Il a des soucis musculaires qui sont récurrents. C'est un joueur qui était déjà fragile au cours de ses dernières années à Liverpool, mais du côté du Real Madrid, on peut dire que ça a quelque peu contrarié ses débuts. Et il faut que ça commence à prendre parce que finalement on est mi-février, ça fait pas mal de temps qu'il est en Espagne et on manque un petit peu de matchs de référence. Et bien ça tombe bien, le match de référence on l'a peut-être eu ce week-end. Voici les compos qui étaient alignés pour le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad et j'ai trouvé son match énorme. Alors du côté du Real Madrid, au global, il n'y avait pas de Kylian Mbappé. Il faut souligner la prestation de Vinicius Junior qui a vraiment endossé son rôle de patron. Mais pour en revenir à Trent Alexander-Arnold, passeur décisif pour Garcia à travers une grosse inspiration, un match où il a été finalement hyper influent, souvent trouvé très juste dans le jeu, bref, le meilleur Trent Alexander-Arnold qu'on puisse espérer, celui qu'on espérait voir quand il a signé au Real Madrid. Alors, première titularisation depuis déjà pas mal de temps, on espère que ça va lancer la machine parce que finalement il y a besoin de lui du côté du Real pour l'avenir, mais aussi à court et moyen terme ça va devenir un véritable sujet. Je reste persuadé que c'est un joueur qui a un talent absolument énorme, mais quand tu as été autant blessé, faut un peu de temps déjà pour retrouver tes moyens physiques, mais aussi tes automatismes, surtout quand tu débarques dans un nouveau club. Donc je vais croiser les doigts en espérant que ça veut dire que Trent est enfin lancé du côté du Real. Terminé pour le long journal du jour, cet après-midi, je vais vous teaser le sujet, mais vous avez deviné, il y a 2 équipes françaises qui demain s'affrontent en Coupe d'Europe, il y en a une qui au terme de ce barrage se retrouvera à être éliminée, donc évidemment je vais parler de ce match. Oh là là, suspense, de quelle équipe je vais parler? Si vous avez aucune idée de quelle équipe je vais parler, vous n'avez pas beaucoup suivi l'actualité football, vous cherchez calendrier match Ligue des Champions et vous allez rapidement comprendre. Je vous dis donc à 17h, qui fait bien votre journée. Salut.